Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce mercredi. De nouveaux chiffres concernant le variant Delta. Sa charge virale est multipliée par 1000 par rapport aux autres variants. Et l'IRSF révèle que 70% de ces tests sont des Delta. Ce variant très virulent a installé une grande psychose chez les populations. Beaucoup préfèrent se passer maintenant de la lecture du bulletin santé quotidien. Ils vivent mal le stress permanent. La journée des Hassidas est vécue ce mercredi à Touba comme partout dans le pays. Les fidèles mourides ont massivement répondu à l'appel à la prière du Khalife général. Nos correspondants nous attendent à Touba pour faire le point. Après cela, nous irons à la découverte de Arafat 1, un quartier situé à Rufisque Est, fondé par les premières populations touchées par l'érosion côtière. Babacar Seck signe la découverte de ce soir. C'est du sérieux, le variant Delta. Sa charge virale sur l'organisme est multipliée par 1000 par rapport aux autres variants qui existent déjà. Le professeur Souleymane Boup de l'IRSF nous apprend aussi que 70% des tests réalisés par son laboratoire sont issus du variant Delta. On l'écoute. On a récemment mieux compris vraiment quels sont les mécanismes qui permettent la propagation de ce variant Delta. Le premier, c'est cette mutation qui lui permet d'infecter plus facilement les cellules et également d'infecter les personnes. Donc c'est une possibilité plus facile d'infecter les cellules humaines. La deuxième, c'est que son temps d'incubation est beaucoup plus court que le temps d'incubation des autres variants. Et en particulier, c'est une moyenne de 4 jours pour le variant Delta, alors que la moyenne en général est de 6 jours pour les autres variants. Mais le plus important, c'est la charge virale qu'il peut provoquer au niveau de l'organisme. C'est-à-dire que cette charge virale a été estimée à 1602 fois plus que la charge virale des autres variants. Donc quand ils se produisent dans l'organisme, ils se développent de manière tellement importante qu'ils contaminent. Donc voilà les 3 facteurs qui ont été identifiés comme facteurs importants qui peuvent expliquer pourquoi ce variant est plus contagieux que les autres. Un record du nombre de morts hier, 31, mais une légère baisse a été constatée aujourd'hui dans le bulletin santé du jour, 19 décès liés au coronavirus. Ces chiffres font peur et beaucoup ne veulent même plus suivre le bulletin santé du jour du ministère de la Santé. Ceux rencontrés par nos reporters disent allier mesures barrières et prières. Pape Alunsar avec Sedina Mbaye. Une trentaine de morts lundi, 19 ce mardi, une oraison funèbre au quotidien, mais au jardin public de Niaritali, il y a la vie. Des personnes autour d'un jeu de dames à l'heure où le virus avance aussi ses pions. Sur l'échiquier sanitaire, un seul roi porte actuellement la couronne, le coronavirus. Cette personne agit, s'en remet au bon Dieu. Ce virus est la preuve que la mort existe. Au quotidien, nous vivons cette situation. Les pathologies sont nombreuses, mais celles liées au coronavirus nous inquiètent le plus. Je pense que c'est le moment de consacrer notre temps à l'adoration de Dieu. La prière ne lui permet pas de vaincre son adversaire. Dans ce duel ludique, gens et spectateurs, il a peur. Peur de ce variant qui préoccupe la science, mais ce citoyen appelle les Sénégalais à respecter les gestes barrières. 31 décès. Quand je l'ai entendu, franchement, j'ai eu peur. Mais que faire face à ce virus? L'essentiel, c'est de respecter les gestes barrières. Hommes, femmes et enfants, aucune couche sociale n'est épargnée. Le record de décès enregistré lundi dernier traumatise cette dame, la soixantaine. Elle ne veut plus entendre de mort au quotidien. Je ne veux même plus entendre le nombre de morts relatés dans les médias. Ça me fait peur, et très peur même. Il faut juste respecter les mesures barrières. Le reste, c'est l'affaire du bon Dieu. Mesures barrières, prières, mais aussi inquiétude. 50 morts en 2 jours. Les citoyens apprennent à vivre avec le coronavirus, mais difficilement avec la mort.
Il faut aussi savoir que le nombre de nouveaux cas varie d'une région à une autre. Le virologue Dr Ousmane Faye nous explique. Tout part de Dakar puisque c'est l'épicentre et c'est ce qui influence le nombre d'infections dans les autres régions du Sénégal. Mamadou Gakassé l'a interrogé pour nous. Bon, la différenciation, elle peut en fait une épidémiologique, parce que comme vous le savez, en fait, Dakar constitue, quel que soit l'épicentre de cette épidémie. Et probablement, effectivement, Dakar alimente d'une façon ou d'une autre les régions. Et donc, c'est souvent ce qui explique, même avec les premières et les deuxièmes vagues, on avait une différence, un décalage entre ce qui se passe à Dakar et ce qui se passe dans les régions. Donc là, en fait, du point de vue épidémiologique, on voit que Dakar, en fait, la courbe a commencé cette troisième vague a commencé à monter vers 22 juin, comme ça. Et donc là, bon, des chiffres qu'on a, il y a une tendance un peu qui tend à la baisse. Et donc, en fait, au niveau de Dakar. Bon, il y a un peu, quand on regarde les autres régions, ça se décale souvent d'une semaine à 15 jours. Et donc là, pour certaines régions, on voit que les cas explosent. Et donc, pour d'autres, on voit effectivement ça baisse. Donc, c'est vraiment un problème épidémique, en tout cas, entre les transmissions. Dakar qui alimente les régions d'une manière ou d'une autre. Et donc là, c'est ça un peu, c'est une explication qu'on peut donner par rapport effectivement au décalage, entre guillemets, ce décalage qu'on peut constater au niveau des chiffres. Notre titre de ce mercredi, Touba a célébré aujourd'hui la journée spéciale consacrée au Hassida, à la lecture du Coran. Je rappelle que c'est une instruction du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou. Des milliers de fidèles se sont rendus dans la ville sainte où nous retrouvons Gorandaklo et Tchernofaï. Venus de partout pour participer à la journée dédiée au Hassida et aux lectures du Saint-Coran, la capitale du mouridisme accuse déjà le plan. Aux alentours de la grande mosquée de Touba, les fidèles se bousculent malgré la forte canicule. Selon bon nombre de personnes rencontrées, cette journée de prière et de recueillement n'est rien d'autre que pour sauver le pays qui traverse une crise sanitaire. Tous les fidèles ont répondu présents pour prendre part à cette journée de Hassida. Nous sommes si fiers du calife car cette journée de prière n'est rien d'autre que pour rendre grâce à Dieu. Nous avons prié pour que, également, cette pandémie sorte du pays. Qu'après cette journée, nous allons vivre des jours meilleurs. Avec la crise sanitaire, l'économie était au ralenti et nous espérons que d'ici peu, le Sénégal ne parlera plus de Covid-19. Autre lieu, autre rassemblement pour célébrer la journée des Hassidas. Ici, les femmes ne sont pas en reste et les bernés sont aussi pris en compte. Nous sommes très fiers de participer à cette journée. Nous sommes des talibés et nous ne suivons que le ndigal. Nous espérons que Serigne Mountakha Mohamed El Bachir va perpétrer cette œuvre car nous en avons besoin. Nous sommes habitués à faire des bernets car chaque 18 safar, nous faisons la même chose, raison pour laquelle nous n'avons aucun problème pour préparer les repas. Touba a célébré la journée spécialement dédiée au Hassida, d'où l'appel du calife général des Mourides au respect des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires en cette période de pandémie. Merci beaucoup Gorandaklo pour ce compte rendu. Une interrogation à présent, la reconstruction du marché Sandaga risque-t-elle d'être retardée par cette guéguerre entre le maire de Dakar Plateau Alundo et sa collègue de la ville de Dakar Soham El Wardini? En tout cas, les commerçants se disent préoccupés par la question, d'autant que les travaux de réfection du marché tardent à démarrer et l'impact sur leurs activités est difficilement supportable. Voyez ce reportage de Ousmane Gueye avec Céline Mbaye. En attendant la reconstruction du marché Sandaga, sur les lieux, c'est plutôt la circulation qui se charge de l'ambiance.
Tout cela sous les yeux impuissants de Mustapha, la cinquantaine, habillé en traditionnel. Depuis plus de 30 ans, il travaille ici comme commerçant en suivant les pas de son père. La montée du soleil dans le ciel fait couler des gouttes de sueur sur son visage fatigué. Marié et père de 3 enfants, il estime que la guéguerre entre les deux mères est même indécente au vu de la situation. Purement politique entre la maire Alioune Ndoye et Sam Wardini, entre le maire de la ville et la maire de la commune de Plateau. Mais ce guéguerre-là, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, nous, les commerçants. Parce que depuis 1 an, on est quitté dans nos lieux de travail. On nous a logés dans un milieu où personne n'allait là-bas. Il y a des personnes qui ont perdu leur travail, il y a des personnes qui ont des problèmes avec leur famille. Depuis un an, on est dans le désarroi. On ne travaille pas. Tu vas vite, toutes les personnes que vous voyez dans la rue là, c'est des anciens commerçants qui étaient là-bas avec leurs magasins. Maintenant, on est là. Idrissa, son voisin sur la rue faisant face au futur marché, est préoccupé par les dettes de ses camarades. Selon lui, beaucoup avaient emprunté de l'argent auprès des banques et les lenteurs dans le projet ne font qu'aggraver les choses. La guerre, ce n'est pas la guerre, parce que ce soit Wardini qui vient de faire des choses qu'on ne se connaît pas. Mais depuis le début, on voit que même Alioune Ndoye vient de parler sur le marché depuis qu'il n'est pas ministre. Depuis qu'il n'est pas ministre, même Macky Sall qui n'est pas ministre. Mais donc, au dernier moment, on a vu que c'est Wardini qui vient de dire c'est lui qui va faire le réattribuement de marché Sandaga. Mais nous, c'est ça ce qui nous a surpris. En tout cas, ce qui est important de nous, c'est qu'il laisse ce qu'il veut faire et pour venir ici, rétablir le marché Sandaga le plus rapidement pour donner les commerçants à travailler. Parce qu'il y a des commerçants qui sont là et les banques viennent de les suivre parce qu'ils ont fait des prêts de 10 millions, 7 millions, 3 millions. Depuis lors, on a venu de déguerpir les gens là et ils ne donnent pas aucune indemnité. Ça, c'est pas normal, quoi. Aujourd'hui, Mustapha ne s'en cache pas. Il est convaincu que seul le président de la République qui avait reçu les commerçants en audience au palais peut régler le problème. Il faut que le président de la République prenne ses engagements. Il nous avait promis de refaire le marché Sandaga. Il nous a reçus en audience au palais et nous dit que les travaux vont démarrer avant même les élections de 2019. Donc maintenant, ça fait 1 an et quelques, il nous a délossé ici. On est dans le désarroi, on a des problèmes avec tout le monde. Ce que nous voulons, nous interpellons directement encore le président de la République. Voilà. C'est lui qui nous avait promis. Si nous quittons ici, c'est à cause de lui. Parce qu'il nous avait promis. Nous, on en croit à ce qu'il nous avait dit. Mais ils n'ont pas, pour l'instant, donc, ils n'ont pas tenu leur engagement. Nous voulons qu'ils retapent le marché et nous donnent notre bijou. Ils s'appellent Mustapha, Idrissa, Souleymane ou Bernard. Ils sont plus que jamais inquiets avec ce manque de visibilité sur le projet de reconstruction du marché Sandaga. Trop d'ego entre acteurs politiques qui freinent l'espoir de tant de pères de famille pour ces commerçants. Et Ousmane Gueye, sur ces élections locales de 2022 à Keur-Massar, la ministre du Commerce Aminata Assome Diatta et son mouvement sont indésirables. Ils sont donc désavoués par la coalition Benno Bokk Yakaar. Pas question d'avoir une liste parallèle. Les détails avec Mamadou Lamine Fati. La présence d'Assome Diatta à Keur-Massar dérange. Benno Bokk Yakaar s'érige en bouclier pour dénoncer ce qu'il appelle un coup de couteau dans le dos. Considérant la demande du président de la coalition aux responsables, aux militants, aux sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar de rester mobilisés et attentifs aux orientations de la conférence des leaders, la coordination Benno Bokk Yakaar de Keur-Massar prend acte et se plie à ces directives. Mais continue de dénoncer les manœuvres politiciennes perpétrées sur le dos de la coalition Benno Bokk Yakaar Keur-Massar, qui a toujours assuré avec brio les belles victoires éclatantes de Benno Bokk Yakaar sous la houlette de l'honorable député maire Moustapha Mbeng. Et condamne avec vigueur les manœuvres de M. Benoît Sambou qui procède à des pratiques politiciennes pour se débarrasser d'une manière gênante, d'une personne gênante à ses yeux dans le département de Bignona. Il tente de manière chirurgicale de se débarrasser de Mme Aminata Assome Diatta
en le jetant dans la gueule du loup de Kermassar. La coalition Benno Bokk Yakaar de Kermassar, fort de 36 partis et mouvements, demande au président de la coalition présidentielle, Macky Sall, de veiller aux prérogatives qu'il a attribuées à certains de ses hommes de confiance qui en usent et en abusent pour solder des comptes personnels. Comme ce fut le cas récemment à Kermassar, où le mouvement Diapo Assom a été privilégié au détriment des 36 partis et mouvements de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour les élections locales à venir, Benno Bokk Yakaar de Kermassar ne veut pas voir d'autres listes d'alliés. Cet effet, la coordination de Benno Bokk Yakaar demande au président de la République de respecter le choix des Massarois porté sur l'honorable député maire Moustapha Mbeng pour diriger les destinées du département de Kermassar et des choix de ce dernier sur les communes de Kermassar Nord et Sud, au risque de voir la coalition en péril à Kermassar, ce qui serait une première depuis 2012. Des élections locales à Kermassar qui risquent de diviser la coalition présidentielle. Déjà, ceux qui se définissent militants authentiques disent ne pas comprendre le privilège qui est donné à un autre mouvement dirigé par le ministre du Commerce, au détriment de la grande coalition. Et le reportage du jour sur les conditions de déplacement des personnes à mobilité réduite. Elles se confient. Les infrastructures publiques ne répondent pas toujours à leurs besoins et dans les transports, certains automobilistes ne se montrent pas tolérants. Un sujet réalisé par Aïssa Toukan. Très souvent au contact des véhicules motorisés, les personnes à mobilité réduite sont exposées à des risques d'accidents graves. Leur handicap suscite parfois des échanges virulents avec des conducteurs qui leur manqueraient de respect. Nous rencontrons d'énormes problèmes dans la circulation. Nous avons des difficultés à traverser la route. Les chauffeurs devraient ralentir quand ils nous voient pour que nous puissions traverser. Certains sont irrespectueux. Hier, un 4x4 m'a déversé de l'eau alors que j'étais juste à côté et si c'était un de ses parents, il n'allait pas se comporter de la sorte. Pourtant, certains d'entre eux reçoivent l'aide des automobilistes, nous confie un handicapé à Castor. Ces derniers leur cèdent la voie aux besoins. Je n'ai pas de problème avec les automobilistes. Dès qu'ils me voient en train de traverser, ils ralentissent leur véhicule, me laissent la voie pour que je puisse traverser. Pour veiller à sa sécurité, cet homme en chaise roulante évite de rouler les heures de pointe. Je me lève à des heures où il y a moins de circulation. Ainsi, à chaque fois que la circulation est dense, je m'arrête. C'est le seul moyen de s'en sortir. C'est une jambiste, aussi prend des précautions en évitant les ronds-points. Je fais attention surtout au niveau des ronds-points car c'est très compliqué à de traverser. Les personnes handicapées ont des difficultés à traverser les rues. Le rapport avec les automobilistes souvent tendu, ils demandent plus de considération à leur endroit. Quelques notes de sport à présent du basket. L'équipe nationale A du Sénégal a pris le dessus hier sur celle de la Guinée 85-65. Le sélectionneur national Boniface Ndong se satisfait du résultat mais trouve tout de même qu'il y a beaucoup de réajustements à faire dans l'équipe. Certaines erreurs ne sont plus, selon lui, à reproduire avant la Pro Basket. Oui, Boniface Ndong répond à Seikou Seydi. Bon, beaucoup de choses. Vous voyez, si vous avez remarqué, au deuxième quart-temps, on a joué beaucoup de pick and roll. Donc le jeu était vif, le jeu était rapide. Parce que voilà, nous sommes le Sénégal, nous sommes bons à ça. Donc en deuxième mi-temps, j'ai essayé de jouer autre chose. Voilà, donc le jeu d'échange, tu vois, donc le jeu un peu arrêté pour voir les prises de décision et tout. C'est pour ça que le match était un peu plus lent en deuxième division. Donc en conclusion, travailler les choses qu'on fait moins bien. Voilà. Satisfait du rendu des joueurs? 20 points, le score n'est pas très important, comme je dis. Hein. L'important, moi, je regarde qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal. Tu vois, si on fait les choses bien en gagnant de 20 points, c'est bien. Mais on peut faire aussi les choses bien et gagner de moins de points. Donc, c'est plus question de correction plutôt que de score.
Par rapport au rendu, est-ce que vous satisfait? Au quoi? Au rendu sur le terrain. Bah oui, toujours, parce que chaque match, il y a des satisfactions et bien sûr des choses dont on est moins satisfait. Mais c'est pour ça qu'on est là. Donc chaque fois qu'on a une opportunité, on essaie de corriger et de grandir. Donc aujourd'hui, c'est un match, bien sûr, avec beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de choses à corriger. Boniface Ndong, qui a également donné des nouvelles des joueurs attendus dans le groupe Gorgui Sidien, est retourné aux États-Unis pour finaliser son transfert à Atalanta. Takofal et Pierre Henry sont attendus pour compléter le groupe. Des propos toujours recueillis par Sekou Seydi. Pierre, il a un problème, voilà, donc que je ne peux pas dire exactement, mais bon, je le suis, je viens d'avoir un message de ma part, c'est possible qu'il voyage demain, c'est possible qu'il voyage après-demain, mais ça dépend de ceux qui le gardent là-bas, voilà, un problème de famille, un problème personnel. Donc, Tako, il ne peut pas voyager, il attend un papier, donc j'ai dit plusieurs fois, la carte verte, quand il fait ça, tu n'as pas le droit de quitter le territoire. Si tu quittes le territoire, tu recommences à zéro, voilà, et c'est une année de procédure. Donc, tous ceux qui l'ont fait le savent. Novitzky, ça s'est passé avec lui, ça s'est passé avec des gens que je connais. Donc, il a eu le premier document il y a 3 semaines aujourd'hui. Les avocats lui avaient dit qu'il pouvait l'avoir dans une semaine. On est à la 3e semaine, j'ai parlé avec lui hier, il m'a dit j'attends toujours. Donc, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Voilà. Donc, si dans une semaine il ne vient pas, ça veut dire que je déciderai de l'écarter. Voilà. Parce que quand même, il faut qu'il fasse une préparation. Les joueurs qui sont là, qui sont en train de faire une préparation depuis plus de 3 semaines, donc méritent d'être là. Et c'est Rufisque Est qui nous accueille ce soir à la découverte du quartier Arafat 1, construit par les toutes premières victimes de l'érosion côtière à Rufisque. Une autre particularité du quartier, sa grande mosquée fondée par Elhadji Ibrahim Sakho. La découverte de ce soir est signée Babacar Seck. Arafat porte bien son nom. Ce quartier de Rufisque Est, très en relief, est né du déplacement des populations de Thiawlène qui ont subi l'avancée de la mer. Les populations d'Arafat 1 sont venues de Thiawlène et Mérina, des quartiers traditionnels. C'est avec l'avancée de la mer qu'un gouverneur du nord de Mbaye Fall a initié le relogement des populations à Arafat. C'est des anciens comme Elhadji Ibrahim Sakho qui ont baptisé le quartier Arafat. La grande mosquée qui se trouve au cœur du quartier, dont la première pierre a été posée en 1969 par Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh et Elhadji Ibrahim Sakho, est inaugurée en 1976. Elhadji Ibrahim Sakho a été l'imam ratib pendant 18 ans. C'est Elhadji Abdoul Aziz Dabakh qui a posé la première pierre de la mosquée en 1969 en compagnie d'Elhadji Ibrahim Sakho. La première prière, le 9 avril 1976, a été dirigée par Elhadji Ibrahim Sakho et il l'a poursuivi pendant 18 ans. Il a beaucoup fait pour cette mosquée qui a une histoire intimement liée avec celle de Arafat. Donc, l'histoire de Djumadji n'est qu'une histoire de Arafat. Les jeunes de Arafat 1 ont su perpétuer l'œuvre des anciens en s'occupant de la rénovation de la mosquée avec l'appui de Elhadji Habib Sakho, khalife de la famille Sakho. C'est avec la volonté de la jeunesse de Arafat 1 que les travaux de la mosquée ont évolué. Le carrelage a été fait par les jeunes. Nous sommes passés d'une toilette à 8. La mobilisation de cette jeunesse est exceptionnelle. À Arafat 1, la majorité des femmes s'activent dans la petite économie, cependant, elles manquent d'appui. Les femmes d'Arafat 1 n'ont comme unique occupation que le travail. Elles s'activent dans la vente de poissons et de tissus, entre autres. Elles sont très braves. Cependant, les groupements et GIE qu'elles ont constitués n'ont aucun appui. C'est sûr qu'avec des financements, ça va les arranger. L'absence d'assainissement accentue les difficultés des femmes qui n'ont pas de déversoir pour les eaux usées.
Nous avons un véritable problème d'assainissement. On n'a pas d'égout pour les eaux usées. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Les femmes sont très fatiguées. La principale route qui traverse le quartier Arafat 1 est devenue impraticable avec l'hivernage et les populations sollicitent un espace inoccupé pour en faire un centre du savoir. Sur la route où nous sommes, il est impossible de circuler quand il pleut. C'est la seule route qui fait le tour du quartier. Depuis longtemps, nous sollicitons les autorités pour la faire, mais en vain, elle est toujours aussi impraticable. Il y a un terrain nu dans le quartier qui doit être un espace vert. Nous la réclamons pour en faire un centre du savoir, mais nous n'avons aucune réponse. Donc ben centre de savoir lañ ko bëgg def bo xamné né tay lepp dina mëna nekk ci biir su ko défé Arafat wala ku dul Arafat sax di nga ci mëna def li nga xamné mom moy say activité. Même loin de la plage, les populations lébou de Arafat 1 continuent d'aller en mer malgré quelques difficultés. Nous avons déménagé de Thiawlène. Maintenant, nous sommes à Arafat, mais nous allons toujours en mer. Avec la distance, nous sommes obligés de nous lever à 4 h ou 5 h du matin. Nous marchons jusqu'à la mer avec cette insécurité qui règne. C'est pas sûr. Nous sommes obligés d'y aller parce que c'est notre seule source de revenus. Parce que quand nous sommes à 4 h du matin, ou 5 h du matin, ou 3 h du matin, pour l'eau. Arafat 1 a vu éclore de grandes personnalités dans plusieurs domaines. On peut citer le comédien Habib Diop, plus connu sous le nom de Baïli, ou le jeune footballeur Ousmane Ba, issu de Génération Foot, qui évolue actuellement au FC Metz. Le quartier a rapidement grandi avec des extensions comme Arafat 2, 3 et 4. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain dans le 19h45. Bonsoir à tous.